notre invité est en studio avec nous autres. Il est déjà arrivé. Maître Vincent Montmigny, maître avocat de la défense, donc du côté du noir de la force. Maître Montmigny, comment allez-vous ce matin? Très bien, bon matin tout le monde. Est-ce que... Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on a au rôle ce matin? Qu'est-ce qu'au rôle du jour aujourd'hui? Je t'habille un petit peu plus relax que d'habitude parce qu'on a un sujet un petit peu plus cool que d'habitude et aussi parce que j'avais pas de cours. Stéphane et moi, on avait parlé des anecdotes dans mon travail qui pouvaient être intéressantes. Je vous le dis, on en voit de toutes les sortes en étant à la défense. On en voit des drôles, des moins drôles et c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous autres aujourd'hui. Parce que, moi, c'est là où je veux spécifier, Vincent, c'est que quand tu représentes des criminels, t'essayes de mettre criminels, ou en tout cas de défendre des gens. On les mettra pas tout de suite dans l'étiquette des criminels parce que certains seront acquittés, donc ils ne seront pas dans cette case-là. Mais il faut que tu penses à tout. Tu sais, tu dois penser à un peu tout. Donc, de l'habillement au comportement, comment tu fais cet enseignement, avant d'aller dans les anecdotes, là, comment tu fais cet enseignement-là ou cette préparation-là, là, à dire là, demain, on va en cours, là. Ouais. Tu fais ça comment? En fait, un bon procès est un procès où les témoins sont bien préparés. Et il n'y a pas un juge au monde qui pense que le témoin, tu l'as rencontré au palais de justice. Il sait pertinemment qu'il a passé des heures avec toi. Moi, je les prépare à mes questions. Évidemment, c'est pas des questions qui sont méchantes, c'est des questions qui font bien paraître. Je les prépare aux questions du procureur parce que, à un moment donné, quand ça fait plus de 20 quelqu'un que tu fais ça, tu le sais, le procureur va poser quoi comme question. Peut-être que tu vas en manquer une, etc. Mais la préparation de ton témoin, c'est essentiel. Tu disais l'habillement. Moi, je leur dis, comme si tu rencontrais tes beaux-parents, etc. Si t'as des tatous, j'ai moi-même des tatous, je fais pas exprès pour les montrer nécessairement à la cour. Je suis obligé de sauter sur une anecdote tout de suite, là, quand tu me parles de ça, parce que il y avait un gars qui était détenu. Il attendait sa cause. Il y avait une belle cause, mais c'est une grosse cause. C'est une cause, là, que les conséquences étaient graves, c'était un crime grave. Et pendant qui était détenu en attendant son procès, il a la charmante idée de se faire un finger dans le cou, marqué « fuck you ». Il se fait tatouer un doigt d'honneur dans le cou. Un doigt d'honneur dans le cou en prison. Le doigt d'honneur et la signification, au cas où c'était pas clair, « fuck you » dans le bas du cou. Et là, je m'en vais le visiter à la prison 2-3 jours avant le procès, puis là, je te l'enligne, puis il y a comme un polo, puis je vois pas, puis je dis « Seigneur, ça ressemble à un fuck you, c'est épouvantable, cette affaire-là. » J'ai dit « C'est quoi que t'as dans le cou, là? » Il dit « Ah, check. » OK, très fier, hein? Très. Particulièrement fier. Bonne idée. Lui, là, dans ces choses... C'était sa meilleure. C'était sa meilleure idée. Là, tu comprends que tu vas te trouver un col roulé pour ton procès après-demain. Col roulé, ça court pas les rues en prison. Ouais, c'est ça. C'est pas très à la mode en prison, les cols roulés. Fait que, il a pas tenté de quoi avec une chemise boutonnée jusqu'en haut. Mais, tu sais, moi, j'étais découragé. J'ai dit, tu sais, si tu joues ton avenir, là, dans 2 semaines... Je travaille pour toi, mais on dirait que tu travailles contre. Puis, tu sais, j'ai dit ça, là, on n'en parlera pas longtemps de ça. On regarde, écoute, là, tu l'as fait, c'est indélébile, mais... Ouais, mais ça reste quand même que... Puis c'est pas ça qui va décider qu'il est coupable ou pas, mais tous les petits détails sont importants. Tu sais, ta crédibilité à la cour, c'est un peu juste ça que t'as. T'as beau avoir un paquet d'antécédents, si t'es crédible à la cour, tu vas être cru. Tu peux ne pas avoir d'antécédents judiciaires puis pas être crédible, puis tu seras pas cru. Alors, n'importe quelle niaiserie, moi, je leur dis souvent à mes clients, si on n'a pas parlé, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si tu te poses une question puis que tu le sais pas, invente pas. Dis-le, je m'en rappelle pas. On n'a pas parlé, je m'en rappelle pas. Okay. Parce que une petite question niaiseuse du procureur peut déboucher sur 10 autres questions niaiseuses, tout aussi niaiseuses, mais qui vont te faire perdre ta crédibilité pour les questions intelligentes, parce que là, tu as dit, oui, je m'en rappelle, monsieur le juge, ce jour-là, je m'en rappelle très bien, c'est un événement marquant dans ma vie, je ne m'étais jamais fait arrêter. Parfait, qu'est-ce que vous portiez? Écoute, la réponse est simple, je m'en rappelle pas. Comment ça, si j'en rappelle? Mettons qu'il se dit, je portais des jeans. Quelle couleur? Là, tu viens de partir plein de questions qui n'ont pas vraiment de conséquences sur le crime, mais qui risquent de faire perdre sa crédibilité, qui va finir par nous dire ce qu'il aurait dû dire dès le départ. Je m'en souviens pas comment je t'ai habillé, écoutez, monsieur le juge. Là, il y a 3 ans. Ça fait 3 ans de ça. Je m'en souviens que tu m'avais arrêté à telle place pour telle chose, mais je portais un t-shirt bleu, rouge ou vert, je le sais pas. Moi, ça m'est arrivé, ça. Hein? Ça m'est arrivé, écoute... T'as pas de souvenir de ce que tu portais? Non, mais tu vas voir où j'ai perdu toute crédibilité devant le tribunal. Okay. Écoute, je conteste un ticket de vitesse. C'est pas grand-chose, là. Ouais. Mais je l'ai dans la tête, puis je veux le contester, puis dans ce temps-là, j'ai pas d'argent, puis faut que je gagne. C'est important que je gagne. Okay. Ce mois-là, c'est important que je gagne. Fait que... c'est un win-only trial, là, ça. Oui. Fait que là, je me souviens à l'entrée du village de Sainte-Croix de la Binière, puis là, j'étais représentant sur la route dans ce temps-là, puis je me
faire, ça tombe à 50 km/h, puis je roulais, mettons, 110. Oui. Fait que c'était un joie le vert d'amende, puis des points d'inaptitude et tout ça. Fait que je me rends au palais de justice pour contester mon ticket de la Sûreté du Québec. Donc, et puis là, c'est à mon tour. Oui, bonjour. Votre nom, Stéphane Dupont. Votre âge, là, je me tourne. Mon père était avec moi. J'avais embarqué avec mon père. Fait que là, je me tourne avec mon père. J'ai 26 ou 27? 27. OK, parfait. Fait que, puis là, faites quoi dans la vie? Je suis représentant commercial, OK, tout ça. Fait que là, on commence. Bon, l'agent qui m'a intercepté, il est là. J'ai dit non, monsieur le juge, je me souviens très, très bien. Cette journée-là, l'agent, il me regardait pas. Il faisait du radar dans l'autre direction, puis il s'est viré d'un coup sec, puis il m'a vu. Puis... il dit, vous vous souvenez très bien de ça. Je m'en souviens comme c'était hier. C'est dit, tantôt, je vous ai demandé, la greffière vous a demandé votre âge. Vous avez demandé au monsieur qui est derrière vous quel âge vous aviez. Ça va être correct. Coupable, dehors, câlisse. C'est sûr que tu partais mal. Tu partais mal avec ta date de fête, c'est les premières affaires qui te demandent après ton adresse. Mais ça date pas d'hier. Hey, ça fait Parce longtemps. que tu fais encore ça. Hein? Tu demandes toujours à Nico, t'as quel âge? Oh, je le sais. Je viens des fois perdu dans mon âge. Puis pourtant, j'ai une méchante mémoire. Mais en tout cas, j'avais... Mais des fois, ça peut être la nervosité aussi d'être à la cour, puis qui fait répondre quelqu'un n'importe quoi. Et c'est ça qui est plate à la cour, c'est une fois que tu as dit quelque chose, tu es pris avec. Tu sais, dans la vraie vie, tu discutes avec quelqu'un, tu vois qu'il n'a pas compris. OK, on recommence. Je vais te le réexpliquer d'une autre façon. À la cour, des fois, tu dis des choses que tu n'as pas voulu dire parce que l'avocat il était habile puis il a réussi à t'entourlouper puis te faire dire ci puis ça. Puis là, tu dis finalement oui à une question que tu as dit non depuis le début. Et là, l'avocat il est content, il s'assoit. Puis là, toi, t'es là, non. Non, il n'y a plus de question. Il n'y a plus de question, il a fini. Tu peux pas remettre en contexte. Tu peux pas t'en relever et dire, ouais, genre. Fait que c'est pour ça, on parlait de l'importance de la préparation du client, puis on parlait de ne pas aller dans des détails qui servent à rien. Mais depuis tantôt que je veux te poser cette question-là, dès le départ, là, toi qui es Maître Montmigny, avocat de la défense, à quel pourcentage t'aimes mieux que l'accusé y aille pas témoigner? 100%. Toi, ça serait 100% du 100%. temps. Tu voudrais jamais qu'il aille parler? Dans ma pratique, mes clients le savent, là, c'est bien rare. Mes clients témoignent quand on témoigne sur sentence parce qu'on a plaidé coupable. Fait que là, il va dire qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait, il est détenu, où il veut s'en aller après la détention, etc. Mais il parlera pas du crime comme tel. J'ai pas particulièrement, je le fais des fois, parce qu'il y a des cas que t'as pas le choix, mais j'ai pas de la clientèle qui veut nécessairement témoigner ou qui a rien à cacher dans son placard, etc. Ou du moins qui va être à l'aise même avec ses chums d'avoir témoigné à la cour là-dedans. Tu sais, c'est un peu... Écoute, nous autres, on paye l'avocat, là, trouve-la la faille, là, toi, là. Parce que c'est rare dans des dossiers, par exemple, de stupéfiants, des dossiers de criminalité organisée, que le gars venait dire, ben non, moi, je pensais que j'étais dans un scout. J'étais sûr que le jacket, moi, c'était un jacket de scout que j'avais sur le dos. J'étais sûr qu'on allait faire des nœuds. On m'a bien menti. Fait que tu comprends que c'est bien rare que tu vas avoir une explication qui a du sens pour des crimes comme ça, que je fais beaucoup. Pour une faculté affaiblie, bon, oui, là, ton client n'a pas le choix de témoigner pour venir dire qu'il ressentait pas les effets de l'alcool. On se rappelle la défense des 2 bières dans le temps, là, qui est plus admissible. Tout le monde avait pris 2 bières. Puis tout le monde se rappelait à quelle heure. Je sais pas vous, là, mais c'est rare que tu regardes ta montre. Puis je dis, c'est à peu près quelle heure. Je suis arrivé vers 7 heures. J'ai dû prendre une bière. Non, tout le monde savait l'heure exacte. Puis pourquoi il y avait une chanson qui jouait, je m'en rappelle, etc. C'est un petit peu ridicule. Ils ont arrêté cette défense-là. Ouais, moi, j'ai vu un gars acquitté d'une FACAF. Puis je me souviens comme c'était hier. Puis le gars, il avait pété, là, tu sais, genre 9.9. Tu sais, vraiment à la limite, bien juste. Fait qu'on avait besoin de toutes les notes que le policier prenne. Parce que tout ce que vous allez dire au moment d'une arrestation va être noté par les policiers. Et il avait noté plusieurs affaires, entre autres que l'individu arrêté, il avait la face rouge, ce qui indiquait qu'il avait consommé de l'alcool. Puis je me souviens très bien, son avocat s'est levé, il dit, monsieur le juge, il est 10h15 un matin, regardez-y à la face, mon client, il est rouge comme une tomate. Il est rouge à vie, ce gars-là, là, comprenez-vous? Fait que si on se base sur ça pour l'accuser, fait que tu sais... c'est ça aussi la job de l'avocat, c'est de réduire, parce que la machine au poste, elle fonctionne. Fait que ce que tu veux réduire, c'est les symptômes qui ont mené au test. Donc, si tu réussis à convaincre le juge qu'ils sont allés trop vite au poste, tu aurais dû faire passer la machine sur le bord de la route, c'est là qu'on se faufile. Droit à l'avocat, délai entre différentes choses. Tu me parles, le gars avec la face rouge à 10h le matin, début de pratique, je suis à Montréal, j'ai un procès de faculté affaiblie. C'est beaucoup les premiers procès qu'on faisait dans ce temps-là, puis c'était assez facile, c'est la défense des 2 bières. J'étais dans un petit cubicule au palais de justice, c'était assez petit, comme assez étroit. Je rentre dans le local, je m'assois, mon client, il me rejoint, il est 8h30. Ça fait pas 2 minutes qu'on est assis, je fais si bon à quelqu'un qui a échappé de l'alcool ici, ça se peut pas, là, parce que ça sent, là, mais tu sais, ça sent pas comme un gars qui a pris une brosse. Là. On dit que c'est déjà arrivé en studio aussi. Ça sent l'alcool frais, là, ça sent l'alcool frais. Fait que là, je dis, t'as-tu l'alcool dans ton sac? Il dit un petit peu. Je fais, comment ça, t'as un petit peu? Fait que là,
Moi, je suis là, puis commence un petit peu. Puis là, je dis, c'est mon là. Et là, il ouvre son sac, une bouteille de cognac à moitié finie. Je dis, l'autre moitié, là, elle est pas dans toi, là, en ce moment, hein. Il dit, moi, je suis assez stressé, là. Puis là, tu sais, il dit, je me suis réveillé à 5 h, puis la côte est qu'à 8 h 30. Puis là, je voulais t'appeler, mais je voulais pas te réveiller. J'étais comme, fait que t'as décidé que l'autre meilleure option, c'était de boire. J'ai dit, la salle est un peu plus grosse, mais le juge, il va te sentir, là. Puis, tu sais, je veux dire, tu t'es supposé venir dire que jamais tu consommes de l'alcool autant que ça. Le gars, il est chaud. Puis, tu sais, plus ça avançait, plus j'y envoyais des symptômes, là. Puis, tout. J'ai dit, toi, mon pit, on se trouve une raison pour vous demander une remise parce que t'es pas en état de faire un procès, là. Ça n'était. Puis c'est ça, des fois qu'on voit des affaires que tu fais. Ben non, c'est impossible. Tu sais, que t'aies pensé à faire ça, que ça a été ton réflexe. Évidemment, par contre, à sa décharge, le gars avait un problème d'alcool. Ouais, il y avait un problème sérieux, c'est clair. Il y avait un problème d'alcool, le gars, je veux dire, il était stressé. Puis qu'est-ce qui enlève le stress immédiatement? Tu sais, je veux dire, pour quelqu'un qui boit, ben c'est de l'alcool. Comment c'est rentré, ça, cette bouteille de cognac-là? Parce que ça rentre pas... mais lui, il était pas détenu. Il était pas détenu. Je le rencontre dans un petit cubicule le matin. Après 2 secondes d'assis, ça sent le tonne. C'était épouvantable. Ouais, mais c'était juste un petit peu. C'était juste... Mais c'est ça. Il l'avait amené, c'est ça l'affaire. Oui, ben parce qu'il voulait c'est sûr qu'il voulait aller boire aux toilettes, se déstresser entre les pauses de la course, c'est sûr. Lui, il est dans le char, lui, là. Tu comprendras que j'ai pas demandé, là. Le moins de détails, Karen. Je vais limiter le nombre de choses que je sais. J'en sais déjà suffisamment, là, tu sais. Mais des histoires comme ça, comme une autre histoire qui m'a fait bien rire. On a beaucoup de monde qui disent, moi, j'aurais été un bon avocat, tu sais, parce qu'ils sont bons à s'ostiner. Moi, je trouve ça vraiment insultant de se faire dire ça parce que, mettons, je fais une bonne chronique, là, je peux pas dire que je serais un bon animateur, là. Je veux dire, j'ai fait une bonne chronique. Ça veut pas dire que je suis capable de prendre ta job. C'est sûr que non. Pas en tout. Moi, je peux prendre ta job, par exemple. On s'est fait pogner souvent de même, d'ailleurs. C'est souvent ça, pour certains métiers, j'aurais été full bon là-dedans. C'est juste parce que t'es capable de t'ostiner aussi ou ça. C'est un peu frustrant parce qu'il faut que c'est comme mettre de côté tout ce qu'on a emmagasiné comme expérience, puis comme ci, puis comme ça. Les lectures, le barreau, les jurisprudences se tenir à jour, etc., les formations continues à chaque année, etc. Fait que j'ai un de mes amis, dans ce temps-là, j'étais à Montréal, on était partners, on était mis ensemble pour que la qualité des dossiers soit absolument digne du bureau qu'on était. Fait qu'on était tout le temps 2 par dossier. Fait qu'on était sûr de pas se planter à 2, t'sais. Fait que, puis à chaque fois qu'il revient de voir son client qui est en prison, qui est pas en prison, qui est en prison, il est tout le temps sacrément, mon partner. Puis qu'est-ce qu'il a? Puis il dit, le gars, tu sais, je t'ai parlé, il dit, il est assez fantastique, il me laisse rien dire, il décide tout, il dit j'aurais été un bon avocat, moi. Puis il drive mon partner, puis il veut que ça soit lui-même qui fasse sa défense. Puis mon partner, on est en début de carrière les deux, on n'est pas en moyen nécessairement de laisser aller des dossiers. C'est un beau dossier en plus, on est bien payé. Je dis regarde, c'est pas grave, là, play the game, là, tu sais, je veux dire. Il faut ravaler parce que là, vous êtes dans des situations débutantes. Là, on commence, puis on s'est fait référer par le bureau, fait qu'il faut le closer, ce dossier-là. Fait que, tu sais, je dis, écoute, il est fantastique, qu'est-ce que tu veux, écoute pas tout ce qu'il dit, puis tout. Il s'en va le visiter à la prison, il revient, là, il est mort de rire. Là je le regarde, comme d'habitude, tu reviens de voir ce gars-là, t'es en sacrement, il dit là, moi, je me suis tanné, là. Parce que là, il m'a dit, j'imagine que t'as pas pensé à dire jurisprudence. Puis là, mon partenaire dit, tu sais ça, toi. Vous savez que la jurisprudence, c'est l'ensemble des jugements favorables à, mettons, un côté de la médaille par rapport à un courant jurisprudentiel. C'est pas un mot, là. C'est un mot, mais ça veut dire... C'est un concept. Puis lui, il dit, pense à dire jurisprudence. Là, mon partner, il se dit, je peux pas, je l'ai déjà dit, moi, cette année, puis on est limité à 1 fois par année. Il dit, mais toi, par exemple, tu l'as pas dit cette année? Il dit, non. Il dit, toi, tu peux le dire, par exemple. Mon partner me raconte ça. Je dis, t'es malade, man. Il dit, il le fera pas. Il va s'en rendre compte. Il va en parler à ses gars dans sa wing, puis tout, puis il le fera pas. Mais il dit, là, je l'ai niaisé, puis il a compris, genre. Moi, j'étais sûr, c'est pas mieux d'en remettre ça à l'heure. Non, ça passe. Les jours passent un peu, la joke, elle passe un peu. Je dis, je vais aller voir le procès de mon chum. Asti, j'arrive comme Jésus à Nazareth au meilleur moment. Le monsieur est dans le box, puis là, il voit que ça brasse. Jurisprudence! Il lance ça en l'air, lui. Il n'y a rien d'autre à dire que le mot jurisprudence. Jurisprudence! Comme c'était objection, votre honneur. Genre comme une fin de recevoir, genre, tu sais, c'est terminé, là, genre, ça vient de cette tête. Moi, je me peux plus parce que je croise le regard de mon partner, puis je fais, là, je ressors dessus de la salle parce que je me roule à terre. Le juge regarde, oui, mais encore, tu sais, je veux dire, elle, ça n'était une particulière, le gars, tu sais, après ça, il en a ri. Au début, il était bien insulté, là, parce que ça a causé, c'était drôle un peu, mais c'était une belle réponse pour ce qu'il avait eu comme comportement. C'est pas une place pour des blagues, beaucoup, devant le tribunal, mais il va y arriver des moments loufoques où, tu sais, comme là, il y a moyen de rire. Moi, je me souviens d'une fois où je suis dans une salle, puis je couvrais ça pour, quand je travaillais pour André Arthur, puis là, j'arrive là, puis le gars, il est accusé d'agression sur sa conjointe.
un vieux monsieur, là, tu sais, mal en point. Ça faisait pitié des deux bords, en tout cas. Fait que là, le gars, il est dans le box des accusés. Puis tu vois bien qu'il comprend rien. Il est là, mais il comprend pas pourquoi il est là. Fait que là, ils disent de se lever, il se lève. Comprenez-vous les accusations qui sont portées contre vous, là, le monsieur? Oui, il fait signe que oui. Il fait tout le temps signe. Il dit rien, il fait signe que oui. Êtes-vous sûr de qu'on... Oui. Ça vous tente-tu d'être ici ce matin? Oui. Là, c'est le juge qui prend la relève des avocats qui lui lance une affirmation qui n'a pas de bon sens. Pour pouvoir dire oui. Il dit oui encore. Là, OK. Là, il dit à l'avocat, qu'est-ce qui se passe? Là? Il dit, tu vois bien qu'il comprend rien. Là. Fait qu'il va voir le monsieur. Là, l'avocat, il se penche au-dessus de la petite barrière là, parce que le gars, il est dans le box. Puis là, il parle. Puis là, il réalise que le gars, il n'entend rien s'il n'a pas son appareil. Mais là, ça fait un bout qu'il est en prison puis il n'y a plus de batterie dans son appareil. Fait qu'il n'entend rien. Fait qu'il dit au juge, il dit, mon client, il n'y a plus de batterie dans son appareil. Fait qu'il n'entend rien. Bon, mais il dit, OK, on va ajourner, aller y trouver des batteries pour qu'il puisse entendre. Là, tout le monde part à rire. Il n'y a plus de batterie. Pauvre monsieur. Moi, j'étais crampé. Toi, ça t'arrive souvent. Ce genre d'histoire-là oui. là, se passe souvent à la salle 2.22. Ça, c'est la salle que tu sais si tu vas être remis en liberté pendant les procédures ou si tu vas rester détenu. Évidemment, c'est bien rare que tu aies planifié ton arrestation. Hein? Sinon, ça ne serait pas fait arrêter. Fait que là, ça urge. Il faut que tu trouves toutes tes ressources. Il faut que tu trouves l'aide de ton employeur qui va confirmer que tu as une job, de l'argent pour déposer à la cour, de l'argent pour l'avocat, quelqu'un qui va venir signer, une caution. Là, ça urge. Là, tout se passe là. Fait qu'il faut que tu mettes de l'avant tes meilleures garanties et tes meilleures raisons d'être mis dehors. Puis ça, t'as combien de temps à peu près là, quand tu te rencontres ça? 3 jours à peu près. À peu près 3 jours. Normalement, là, entre le moment que tu te fais arrêter puis le moment que tu fais ton enquête de caution, tu as 3 jours, tu sauves des gros dossiers. Là, on a des semaines avant parce que c'est ben trop gros. Mais normalement, un petit dossier bien simple, c'est à peu près ce temps-là. Mais c'est pas tout le monde qui est équipé en ressources. Fait que des fois, il y a du monde qui sont imaginatifs dans leurs excuses. Moi, j'adore ça, le 222, parce que là, ils disent n'importe quoi pour sortir. C'est pas tout le monde, mais il y en a quelques-uns. La meilleure, c'est un monsieur qui a l'air très sympathique. Il est dans le box des accusés, s'est fait arrêter la veille, et il est dans tous ses états, il pleure, etc. Et il tombe sur un juge super empathique, super fin, qui, dans sa famille, a quelqu'un qui est malade. Fait qu'il est très sensible à ça. Il dit, monsieur, reprenez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, moi, il faut que je sorte absolument. Ma femme se fait opérer demain. C'est une catastrophe si je suis pas là. Il faut que je la conduise à l'hôpital, etc. Là, il pogne le juge. Tu dis, ah ouais, c'est vrai. Il dit, ouais, votre femme, ça fait longtemps qu'elle a le cancer, là, elle va se faire enlever là, la prostate demain, là. Il reste en dedans. Ben oui. Fait que là, tu sais, moi, encore une fois, tu sais, la salle est en délire, je veux dire. Puis là, le juge dit, monsieur, là, il dit, votre femme n'a pas une prostate. Elle aura plus bientôt, ils vont y enlever. Il n'y en aura plus de problème. Mais là, tu sais, tu le sais pas si le monsieur est vraiment limité puis ce qu'il dit est vraiment le fond de sa pensée ou s'il a juste dit hey, moi, on a un organe quelconque qui a un cancer puis elle va se le faire enlever puis je vais sortir. Le juge a dit une prostate, ça n'existe pas chez les madames, monsieur. Détenu. Ah, non, mais c'était à mourir de rire, là, ça. C'était vraiment excellent. Mais en 2025, ça passerait peut-être. Moi, j'ai vu un billet de médecin pour justifier une remise. Puis le juge, je regarde ça, il fait venir le billet de médecin, puis il regarde ça. Mais on dit, vous voyez bien que quelqu'un qui a changé la date au stylo là-dessus, là. Il dit, c'est pas bon pantoute, ce billet-là. C'est quoi cette affaire-là? Il dit, c'est tout écrit par la même main, puis ça a été modifié à matin. Il dit, voyons donc. C'est racheté. Ouais. Mais ça, quand je te disais que t'en vois toutes les sortes, j'ai été payé qu'une carte de crédit clonée. Tu sais, la compagnie d'assurance appelle, elle dit depuis ce temps-là, on n'a plus de machine au bureau. Tu payes en argent, tu payes en chèque ou tu payes en virement. Avec les virements Interact, c'est super facile maintenant, puis ça laisse des traces, ta comptabilité est super facile à faire. Fait la compagnie d'assurance, elle dit non, vous avez passé une carte clonée dans votre lecteur. Je dis non, j'ai passé la carte Tipit qui me devait de l'argent. Ah, mais c'est une carte clonée. Je l'appelle, je fais vraiment Tipit. Tu penses, toi, là, à me payer avec une carte clonée? Oh, ben, c'est payé pareil. Fait que, tu sais, t'envoies là, des quelque chose. T'envoies des tristes aussi. Il y en a un, c'est arrivé assez récemment, dans le cadre d'un procès. C'est quelqu'un qui venait d'ailleurs, d'un régime où est-ce que c'est très, très fort contre la femme, que l'homme a beaucoup, beaucoup de droits. Et le gars avait été trouvé coupable de voie de fait contre sa femme, pensait jamais qu'elle allait être trouvée coupable. Et la peine qui était imposée, c'était pas une grosse peine, c'est une couple de jours de fin de semaine. Le gars, ça le casse dans sa mentalité d'avoir été condamné pour quelque chose qu'il considère que sa Bible lui donne. Parce que dans ses origines, lui, sa c'est Bible, il donne le droit à lui de faire ça, de faire la correction, puis tout. Il pogne une pilule de cyanure et spock, il se suicide en pleine salle de cours. Donc, paf, comme ça. On est plein de monde dans la salle de cours. T'étais là, là? Oui, c'est quelque chose. Ça, c'est très triste. Là. Ça arrive, tout le monde est pris de cours, puis il
y a de la bave, il y a tout, là, du cyanure. Là, c'est la façon de se suicider la plus rapide. C'est les Allemands qui se suicidaient comme ça pour pas se faire torturer. Mais c'est quelque chose. Là, c'est qui est intervenu? À ce moment-là, il n'y a rien à faire. En fait, tout le monde a gelé sur place. Les constables sont arrivés. La juge s'est retirée. Puis là, tout le monde est un petit peu genre en catastrophe. Tout comme des fois, ça arrive. Maintenant, il y a des arches de sécurité au palais de justice parce qu'il y a eu un accusé qui, pendant que sa conjointe, sa plaignante témoignait contre lui, il s'est levé puis il voulait la poignarder. Ça n'a pas dû bien aller le reste de son procès. Là. Je veux dire, côté circonstances semblables, on est pas mal là. Mais ça arrive-tu que vous avez envie de chicaner des fois dans les corridors? Parce que souvent, les deux parties vont être là, puis... Ça arrive, ils les séparent beaucoup. Aussi, quand il y a des gens qui sont victimes de violences sexuelles, ils veulent pas croiser leur gars. Donc, eux autres, un autre étage avec la salle La Cavaque, qui est une salle d'attente. T'as des intervenants, t'as même un chien maintenant, un chien vraiment cool que tu peux flatter parce que c'est stressant, les témoigner contre... Tu sais, mettons que le gars, il t'a vraiment fait du mal. Puis ça t'a hypothéqué, toi, en tant que femme, pour longtemps. Ça te tente pas nécessairement de le voir. Ça te tente qu'il y ait justice pour ce qu'il a fait, mais ça te tente pas de le voir. Fait qu'il y a moyen de le faire, puis maintenant, il témoigne de la salle en vidéo, fait qu'ils se croisent pas. Ils sont dans la même bâtisse, mais ils se croisent pas, puis ils se voient pas. Puis ils se voient pas, parce que sinon, si la fille, elle le voit, tu sais, des fois, c'est un choix du procureur qui dit, j'ai peur que le mec, elle le voit, genre, ça marchera plus. Genre. Bon, on va conclure cette chronique-là par un gars qui se faisait fouiller, lui. Attends un petit peu, Steph. Oui. Parce que, puis tu vas peut-être pouvoir relater la question à Vincent, parce qu'on parlait du tribunal spécialisé en agression sexuelle, hein, c'est ça? Si, parce que je veux juste faire du pouce sur le procès qui a lieu en ce moment en Ontario, à London, au sujet des 5 anciens joueurs de hockey. Le fait qu'il y ait eu 5 co-accusés dans ce dossier-là fait qu'il y a eu 5 contre-interrogatoires de la même potentielle victime. Est-ce que ici au Québec, avec le nouveau tribunal, ça se serait passé comme ça, ou on aurait concentré avec, par exemple, un seul porte-parole pour tous les joueurs, ou comment ça aurait fonctionné? Est-ce que tu peux répondre à ça? C'est une super bonne question, parce que c'est tout nouveau. En plus, ce tribunal, là, le rodage, là, la poutine interne n'est pas faite. Moi, j'ai trouvé que c'était gros, 5 contre-interrogatoires, là, musclés en plus. Si j'étais la victime, j'aurais jamais voulu subir ça. Ça a duré plus qu'une semaine. Tu sais, c'est l'enfer. Puis après ça, t'en finis un, tu dis ça a bien été, l'autre repart du début. Ça recommence au début. Ouais. Fait que tu revis ton agression. Sauf qu'il pouvait pas, absolument, puis il pouvait pas imposer aux avocats de dire, gars, nous, on nomme lui, parce que lui, qui est son avocat, il est content, lui, c'est lui qui a choisi, mais peut-être qu'il y a eu l'autre avocat qui a été choisi, lui, pour témoigner. Fait que là, pour poser les questions à la plaignante. Fait que ça ne tente pas d'avoir lui, il le trouve pas bon, lui. Fait que ça a fait ça, mais c'était pas beau. C'était pas une belle image de la justice pantoute. C'est pas ça que la justice est supposée être. Le gars qui se fait fouiller. Oui. Premières années de pratique, j'étais à Montréal et les visites des détenus sont uniquement à la fin de semaine. Ça, c'était maudit. Chaque samedi matin à 9h et chaque dimanche à 9h. C'est poche, là, tu sais. Mais on se ramassait avec les avocats là, fait que puis il y avait du café à vendre pour les syndicats des travailleurs là-bas, des gardiens, puis c'était bien cool. Puis quand tu y allais souvent, t'avais des banques, c'était bien cool. Fait que comme ici. Nous autres, exact, c'est ça, exact. Tu vas prendre un bank dans ton nous, on avance, l'avocat, on passe d'un côté, on est fouillé très, très sommairement, là, nos valises, tout, ils regardent pas les documents, ils regardent si on n'a pas des pins qui pourraient être pris, si on a des documents à donner, ils regardent si on n'a pas des broches, mais si on n'est pas fouillé, c'est comme des personnes normales. Ça donne que les visites des gens, de la famille, sont le même jour à la même heure. Il y a 2 files. Il y a une file qui se fait fouiller vraiment, une file qui se fait fouiller vraiment comme du monde, puis une autre qui passe. C'est à mon tour de passer, là, la gardienne, elle dit, attends, tu peux, il y a un problème avec le monsieur, je te reviens dessus. Le gars, il est fouillé, il est en t-shirt puis en short, je veux dire, il n'y a rien dans les poches, tout. Drrrring. Ça sonne. Il est en t-shirt puis en boxeur. Il est en t-shirt puis en short et ça sonne. Ça sonne de dedans, lui. Ça sonne des faufounes. Fait que là, le gars, tu sais, puis là, la fille, elle fait, une fois par palpation, elle dit, écoute, il est à l'interne, puis il arrête pas de sonner. Puis tu sais, tout le monde est comme, non! Et oui. Fait que là, il l'amène à part en arrière d'un petit paravent, puis on entend genre de fou! Le téléphone se ferme. Fait que ça n'a été toute qu'une, là, celle-là. Là. Mais d'habitude, on le sait là, que les téléphones rentrent, entre autres, de même, beaucoup par les drones, etc. Mais il ferme, il enlève la batterie, quelque chose. Lui, je sais pas, il est passé de sa table à dans lui, le téléphone, puis il s'est bien sonné en plein milieu. Hey, mais ça, c'était à mourir de rire. Il est-tu accusé, ce gars-là, dans ce temps-là? Non, parce que il a pas franchi les portes. C'est pas un crime. En fait, c'est de la contrebande. Tu peux avoir une accusation d'avoir contrevenu à tel règlement. C'était pas un crime comme tel. Même ceux qui n'ont en dedans, c'est pas un crime, c'est un rapport disciplinaire. C'est pas dans, mettons, le code criminel. Même s'il y a, par exemple, des activités criminelles qui se font à cause de ce cellulaire-là. Là, tu vas pouvoir l'utiliser pour, exemple,
supporter une accusation de gangstérisme ou d'organisation criminelle, mais avoir le téléphone seulement, c'est pas un crime, c'est un rapport disciplinaire. Donc, ils l'enlèvent, évidemment, puis ils vont faire de la ségrégation. C'est inconfortable, mais c'est pas un crime. C'est pas un crime. Je sais qu'on se fait 3 fois qu'on dit qu'on te laisse passer, mais on se posait une question tantôt. Peut-être tu as la réponse pour nous. Il y a un monsieur de 86 ans qui a été tabassé par 3 bums et qui a demandé l'aide médicale à mourir la semaine passée, ou cette semaine. Est-ce que l'accusation peut devenir une accusation de meurtre au X, Y degré? C'est une bonne question. Faudrait que là, il demande l'aide médicale à mourir. C'est fait. Donc là, mettons, parce que là, il faut que tu vois ça comme une chaîne. L'action a-t-elle créé la fin, la finalité? Là, il a choisi sa finalité. La vraie question, c'était est-ce qu'elle est mourir anyway? Est-ce que son agression aurait comme résultat... L'agression a amené la fin. Aurait nécessairement amené sa mort à petit feu plus tard? Si oui, eux autres, ils pourraient être coupables d'homicide. Mais s'il était malade du cœur, mettons... mais mettons que c'est accéléré par l'agression en tant que telle, la dégradation de sa santé. Là, tu pourrais avoir... ça serait plutôt, tant qu'à moi, un voie de fait causant des lésions corporelles graves. Si le gars meurt, comme dans le cas présent... C'est pas un meurtre parce que le meurtre, il faut que tu veuilles ou sans te soucier. Ça serait peut-être plus un homicide. Donc, tu n'avais pas l'intention coupable pour le tuer, mais too bad, il est mort. Résultat. Parce que je veux dire, il y a des gens qui sont morts après un coup de poing. On se rappelle du doorman au popcorn qui a donné un coup de poing à un gars. Le gars est mal tombé. Fini. Game over. Alors, c'est ça qui arrive. Shit happens. Tu donnes un coup de poing. Oui, tu voulais pas le tuer, mais il est mort. Tu n'auras pas un break. Tu vas avoir un break sur l'accusation, mais ça va être homicide. Homicide involontaire, mais c'est homicide quand même. Involontaire coupable, quelque chose du genre. Exact. Mais donc, dans la question que tu me poses, oui, il y aura un lien à faire. Et c'est super pas sympathique comme cause de battre un monsieur de cet âge-là. Pour rien. Puis même si c'était pour quelque chose, je veux dire, cette personne-là, il n'est pas dans le game du tout. Là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. T'as pas un aîné, eux autres, ils vont se faire chicaner en prison. Ah ouais, ils n'auront pas d'amis. Là. Ah, ils vont se faire chicaner. OK. Merci beaucoup, Maître Vincent Montmigny. Donc, si vous êtes du BFM, des Hells Angels, de la Sûreté du Québec, de la Police de Québec, il y en a un qui était de l'autre bord de la barrière. Ben oui. Il y en a tout le temps. Maître Vincent Montmigny est notre invité. À bientôt, Vincent. À bientôt, c'est toujours un plaisir.